Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence vidéo basée sur la connaissance de soi et basée aussi sur le livre de Nathalie Legrand, présente à ma gauche, qui s'intitule la quête de la liberté intérieure. Mais peux-tu te présenter, Nathalie? Oui, bonjour, je m'appelle Nathalie Legrand, je suis auteure, conférencière et j'ai aussi une formation d'éducatrice spécialisée. C'est une profession que j'ai exercée pendant environ une dizaine d'années dans différentes villes de France. Et moi, je suis Gilles Legrand, je suis le mari de Nathalie et je vais faire office aujourd'hui d'animateur. Alors, Nathalie, pourquoi as-tu souhaité organiser cette conférence? Donc si j'ai souhaité mettre en place cette conférence, c'est vraiment dans l'objectif de partager l'expérience que j'ai apprise à travers le travail que j'ai réalisé sur moi-même depuis ces dernières années. Mais le but exact? Ce travail m'a aussi appris à être autrement, il m'a aussi appris à voir le monde de manière différente. Donc le but de cette conférence on va reprendre le processus que j'ai élaboré à partir du travail réalisé sur moi-même, et le but de cette conférence, c'est vraiment de donner des clés pour acquérir une meilleure connaissance de soi. D'accord. Mais alors, la connaissance de soi, c'est quoi? Alors, moi je lis très clairement, la définition de la connaissance de soi, c'est le savoir qu'une personne acquiert sur elle-même en termes psychologiques et ou spirituels au cours de sa vie et à l'occasion de ses expériences. Mais alors, Nathalie, c'est quoi le bénéfice d'une meilleure connaissance de soi? Donc une meilleure connaissance de soi permet d'avancer vers un mieux-être et aussi d'améliorer par voie de conséquence sa qualité de vie. Je tiens d'autre part à préciser que ce travail que j'ai réalisé majoritairement seul d'ailleurs m'a permis de comprendre qu'il était possible d'être libre et que tout un chacun est en capacité d'accéder à la liberté intérieure. Mais c'est quoi la liberté intérieure? Alors je le conçois, c'est un concept un peu flou. Donc la liberté intérieure, pour l'expliquer, j'aime à reprendre les propos de Matthieu Ricard, qui, comme chacun le sait, est le représentant du Dalai Lama en France. Et en effet, il nous explique que la liberté intérieure nous affranchit de ce qui nous fait souffrir. Alors, pour ceux qui nous écoutent, tu nous as indiqué tout à l'heure dans ta présentation que tu avais été éducatrice spécialisée, en tout cas tu as eu la formation éducatrice spécialisée, et que par la suite tu étais devenue auteur. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ah oui, tout à fait. Comme vous avez pu le comprendre, je ne suis pas auteur depuis toujours. Et je vais vous expliquer comment l'écriture s'est invitée durablement dans mon existence. Vous allez comprendre dans le même temps que ce pan de vie, cette tranche de vie, correspond au point de départ de mon travail d'analyse. Donc il y a environ 15-16 ans de ça, comme tu le sais, suite à ta volonté de changement de poste professionnel, nous avons déménagé dans la Vienne. À l'issue de mon congé maternité, je me suis donc mise à chercher du travail. Cette période a été longue, douloureuse et hyper violente. Afin de ne pas mourir, vraiment dans le sens littéral du terme, je me suis extraite de ce système et dans un mode un peu de loisir, je me suis mise à créer des bijoux. Et puis, suite à ça, suite au retour positif de mon entourage et suite à tes conseils, j'ai créé mon entreprise Arbre à Couleurs, donc entreprise de fabrication de bijoux. En parallèle de ça, j'écrivais des billets d'humeur sur cette nouvelle expérience. Sur Internet? Oui, sur Internet. Donc, j'ai travaillé comme cela pendant à peu près 2-3 ans. Et à l'orée d'un été, j'ai été obligée de m'arrêter par rapport à un mal de dents. Ce mal de dents monopolisait tellement mon attention et toutes mes craintes que je n'étais plus capable de rien faire. Donc je suis logiquement allée chez ma dentiste qui m'a dit écoutez Madame Legrand, vous n'avez rien, mais par contre je vous conseille de vous laver les dents avec de l'eau oxygénée. Bon. Je suis revenue là et souviens-toi, c'est là que tu m'as dit pourquoi tu ne reprendrais pas ces billets d'humeur que tu as écrits pour en faire le bilan. Donc chose que j'ai faite. Donc j'ai repris ces billets d'humeur et ce que j'ai l'habitude de nommer un état des lieux professionnel s'est rapidement mué en un état des lieux personnel. Et là, telle une urgence pour continuer à vivre, vraiment des élaborations, des mises en lien, des observations ont jailli du plus profond de moi et se sont vraiment traduites à travers l'écriture. Et puis, comme tu le sais, petit à petit, l'idée de transformer ces élaborations en un livre est née. Et mon premier ouvrage, Enfin libre, journal d'une créatrice, d'une artiste, a vu le jour. C'est alors que j'ai pleinement réalisé que ma place était dans l'écriture. J'ai enchaîné sur l'écriture de mon premier roman noir qui se nomme Des gens presque ordinaires.
et sur le deuxième ouvrage dont tu parlais tout à l'heure, de développement personnel, la quête de la liberté intérieure. D'accord. Mais dis-moi, Nathalie, tu as écrit donc ce premier ouvrage, donc enfin livre, journal d'une créatrice, enfin que l'on règle pour devenir le journal d'une artiste, mais qu'est-ce que tu as compris avec l'écriture de cet ouvrage? Donc après et en même temps que l'écriture de cet ouvrage, ce que j'ai compris que ce que je venais de traverser et le pourquoi je venais de le traverser. Donc je venais de traverser tout cela pour continuer d'avancer. J'ai compris le pourquoi j'étais demeurée dans cette situation souffrante qu'était cette recherche d'emploi aussi longtemps. J'ai compris le lien de ce pourquoi avec mon passé. J'ai enfin compris ce que je venais de traverser, oui, mais surtout ce que je devais et ce que je ne voulais plus supporter. Et j'ai enfin compris que je venais de parcourir un bout de mon chemin spirituel. D'accord. Alors, Nathalie, donc j'ai bien compris tout ce que tu nous as dit, mais qu'est-ce que cheminer sur un chemin spirituel? Donc c'était vraiment une bonne question, Gilles. Donc cheminer sur un chemin spirituel. Donc il peut y avoir un lien avec la religion et un cheminement spirituel, mais pour ma part ce n'est pas le cas. Mais j'estime vraiment que cela reste intime à chacun. Un cheminement spirituel, c'est un travail d'introspection, c'est vraiment un travail sur soi-même, c'est aussi une voie de transformation. Un cheminement spirituel aussi, je sais qu'entreprendre une telle expérience est en lien profond avec un désir ou une nécessité intentionnelle ou non de changement. D'accord. Pour vous expliquer un peu plus cela, je vais vous citer mon exemple. Pour ma part, ce n'est bien plus tard, lors de mon travail d'analyse, que j'ai fait le lien entre les propos de ma dentiste qui me proposait de me laver les dents avec de l'eau oxygénée et mon état. En fait, j'ai compris que j'étais en train d'étouffer. Le mot oxygène m'a permis de prendre conscience de cela. Donc, me concernant, faire ce changement relevait vraiment d'une nécessité. Nécessité, là, pour le coup, non mise en conscience. Mais pourquoi il est important voire nécessaire de parler de ce livre? Donc c'est important parce que ce livre explore en détail le processus que j'ai élaboré lors de mon cheminement spirituel, processus qui, je le rappelle, permet de donner des clés pour une meilleure connaissance de soi. Il faut savoir que j'ai enrichi et argumenté ce processus grâce à un travail de recherche sur différents thèmes liés à mes interrogations, à mes prises de conscience, mais aussi à mes ressentis que j'ai ressentis lors de mon cheminement spirituel. Cet ouvrage, il faut aussi savoir que c'est le second volet de mon premier livre, Enfin libre, journal d'une créatrice, marée d'une artiste, qui lui est plus autobiographique. Je tiens aussi à préciser que c'est un livre d'accompagnement et qu'en ce sens, à travers de nombreuses illustrations et de la théorie, il donne des clés sans forcément ouvrir des portes. Il pose des questions sans obligatoirement y répondre et il émet des hypothèses sans systématiquement les résoudre. Si j'ai vraiment agi en ce sens, c'est vraiment pour permettre au lecteur de prendre en charge son propre bien-être et son développement et de pouvoir en conserver ainsi la précieuse élaboration. D'accord, bon, même si j'ai lu le livre, mais pour les auditeurs qui nous regardent, et pour mieux comprendre ce que tu veux dire, tu vas aborder à présent les grands termes de ton livre. Mais c'est quoi ce premier terme et comment tu vas l'aborder? Donc je vais vous parler tout d'abord des situations souffrantes. En fait, les situations souffrantes sont la résultante de l'état des lieux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi-même, j'ai beaucoup réfléchi et travaillé sur mes situations souffrantes à travers mon travail d'écriture. D'accord. Mais alors, pour bien comprendre, hein, même si je me fais un petit peu, entre parenthèses, les questions des gens qui nous écoutent, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'une situation souffrante? Alors, pour résumer brièvement, une situation souffrante, c'est une situation dans laquelle on fonctionne bien plus qu'on ne vit, et ce, malgré les apparences. Dans ces mêmes situations, on peut éprouver des malaises tenaces ou passagers selon les circonstances. Donc, ces symptômes peuvent se présenter sur un ordre physique, ça peut être des maux de tête, des maux de ventre, des insomnies, mais aussi peuvent se présenter sur un plan psychologique, ça peut être du stress, de la déprime, mais aussi de l'anxiété. Il faut aussi savoir que ces situations souffrantes peuvent avoir un caractère répétitif, c'est-à-dire que on adopte les mêmes attitudes dans les mêmes circonstances. Et enfin de préciser, et ça c'est important, qu'une fois que toutes les explorations médicales n'ont rien révélé,
Ces situations souffrantes sont vraiment l'illustration de problématiques non résolues. Donc, quand même, malgré tout, aller voir son médecin. En priorité, aller voir son médecin, tout à fait, pour écarter toute problématique médicale. Alors, Nathalie, ces situations souffrantes, elles se caractérisent comment? Alors, les situations souffrantes peuvent se caractériser de différentes façons. Je vais vous en nommer 2 illustrations, mais il est bien évident que vous allez pouvoir en retrouver de nombreux exemples dans mon ouvrage. Donc, par exemple, une situation souffrante peut être une conjoncture dans laquelle vous vous enfermez, dans laquelle vous êtes prisonnier, sans forcément vous en rendre compte. Il est possible que cette conjoncture fasse tellement partie de votre habitude et de votre manière d'agir que vous la banalisez tout simplement. D'accord. Tu as un exemple concret vraiment à donner? Oui, par exemple, vous devez participer à une fête de Noël en famille et vous avez mal dormi la veille, vous êtes stressé, vous avez des maux de ventre. Et là, vous vous dites possiblement, ça va passer, et puis on a toujours fait comme ça, et puis j'ai pas le choix, c'est la tradition. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te sens pas bien? Oui, tout à fait. On ne se sent pas bien, mais on avance malgré ce malaise. On le banalise et on avance quand même, on rentre quand même, on fait ce qu'on a à faire. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous as parlé d'une deuxième illustration. Oui, une des facettes de ces situations souffrantes est que vous puissiez y demeurer tout en ayant pleinement conscience de vos tourments. Dans ce cadre-là, vous n'êtes pas ou plus en capacité de vous extirper de cette situation, et ce malgré les afflictions profondes qu'elle vous engendre. D'accord. Et pour bien comprendre et pour que les auditeurs comprennent bien aussi, est-ce que tu as un autre exemple concret à nous proposer? Oui, bien sûr. La situation souffrante que je vais vous exposer est ma propre situation de recherche d'emploi. Donc, comme tu le sais, cette recherche d'emploi a été composée d'échecs, mais aussi d'espoirs déçus, de batailles, de recours vains auprès d'élus, auprès de politiques, mais aussi d'un dépôt de plainte vis-à-vis de mon handicap, et dépôt de plainte qui a été classé sans suite. Il faut aussi savoir que pendant cette recherche d'emploi, j'ai aussi bénéficié d'un suivi désastreux de la part de Cap Emploi, qui est le versant Pôle Emploi version handicap. D'accord. Et entre autres, pendant cette période-là, il y a une personne qui me demandait de ne pas parler de mon handicap alors que j'étais conviée à des entretiens d'embauche. Je vivais vraiment cela d'une façon violente et telle une distorsion à l'intérieur de moi. Ce n'est bien plus tard que j'ai compris, lors de mon travail d'analyse, que de me demander d'agir ainsi sous-entendait de nier mon identité. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, mon handicap étant de naissance, il est moi et je suis lui. Il fait donc partie pleinement de mon identité. D'accord, donc si j'ai bien compris, pendant cette période, tu étais incapable d'agir et tu te sentais écrasé. Oui, écrasée par cette telle violence que je n'étais même pas capable d'élaborer, tout à fait. Tu souhaitais peut-être apporter des éléments encore plus importants sur le sujet. Oui, important, et c'est une espèce de résumé que je vais vous faire. Donc en effet, pour travailler sur les situations souffrantes, il est vraiment important de savoir en discerner les symptômes et les caractéristiques qui s'y rattachent. Par exemple, à quel moment vous avez mal au ventre, dans quel lieu, les dates, les circonstances. Il faut aussi savoir qu'écarter ou banaliser une situation souffrante, c'est vraiment prendre le risque que vos symptômes s'amplifient et que d'autres s'y adjoignent à plus ou moins long terme. Je tiens aussi à rajouter que prendre conscience de vos situations souffrantes, c'est vraiment passer d'un statut d'objet à un statut de sujet, parce que dans ces cas-là, vous ne subissez plus. C'est vraiment aussi une étape primordiale et importante sur le chemin de la quête, sur le chemin de la liberté intérieure. Il est important aussi de tenir compte du fait que travailler sur ces situations souffrantes peut vraiment être douloureux. Moi-même, j'ai beaucoup pleuré pendant ce travail d'élaboration parce que je prenais vraiment conscience de toutes les violences et de tout ce que j'avais subi. Voilà. Enfin, il faut vraiment garder à l'esprit que chaque période de notre existence, si douloureux soit-il, est vraiment une possibilité pour réfléchir, être et devenir. Nos tranches de vie successives sont souvent interdépendantes pour nous permettre de comprendre et donc d'avancer. D'accord. Est-ce que tu as un autre point à rajouter? Oui, un point important. Je tenais quand même à rajouter qu'il était important que de prendre conscience qu'une difficulté peut avoir vraiment de multiples causes
et que de ce fait, les possibilités que je vais vous donner à réfléchir ne correspondent peut-être pas, à vos problématiques ou aux problématiques de ceux qui nous écoutent, bien sûr. Une fois toutes ces situations souffrantes définies, maintenant tu avances comment? Alors, j'ai avancé dans mon travail d'analyse en posant le mot pourquoi sur mes situations souffrantes. Tu peux nous donner des exemples qui peuvent parler peut-être à un plus grand nombre de personnes? Alors, pour mon premier exemple, je prendrai une personne qui emploie souvent le terme « j'en ai plein le dos ». Les questions possibles sont qu'est-ce que cette personne porte? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à déléguer? Que redoute-t-elle si elle le faisait? Pour mon deuxième exemple, je prendrai la situation que l'on a tous soit vécue, soit entendu parler. C'est celle d'un dirigeant, d'un supérieur hiérarchique hyper contrôlant, qui aime souvent avoir raison, qui adore couper la parole et qui est même capable d'instaurer des rendez-vous en lieu et place de ses salariés. Donc les questions possibles sont pourquoi cette personne ne prête sa confiance à quiconque? Que redoute-t-elle si elle le faisait? Pourquoi adopte-t-elle de telles attitudes? Et pour le troisième exemple, je reprendrai ma propre situation souffrante qui, je le rappelle, était ma recherche d'emploi, parce qu'au-delà de la violence subie et de mon incapacité à élaborer, je devais vraiment aller plus loin pour comprendre pourquoi j'étais demeurée dans cette situation aussi longtemps. Donc les questions que je me suis posées à l'époque, c'est pourquoi j'étais demeurée dans cette situation aussi longtemps, pourquoi j'ai perdu ma phrase, pourquoi j'obéissais le doigt sur la couture du pantalon, pourquoi j'acceptais cette situation et de quoi vraiment avais-je peur. Donc je tiens, pour un petit complément, à dire que j'apporterai les réponses à toutes ces questions dans la prochaine partie des situations, des blessures émotionnelles. D'accord. Donc, dans ce que tu nous dis, en fait, on peut se poser plein de questions. Il n'y a pas de limite à se poser des questions. Non, il n'y a aucune limite à se poser des questions. J'encourage même ceux qui sont dans cette démarche à le faire. Tout doit vraiment rester ouvert. Toutes les questions peuvent être posées. Donc, et pour conclure, est-ce que tu as des sujets à nous donner, des actions à nous donner? Oui, j'ai une petite conclusion à vous donner. Donc il faut bien savoir que vos élaborations autour des situations souffrantes ainsi que vos interrogations doivent vraiment se faire, et là j'insiste, sans jugement, ni fatalisme, ni culpabilité. Il faut vraiment être bienveillant envers soi-même. C'est vraiment un des points importants sur le chemin de la quête de la liberté intérieure, d'être vraiment bienveillant envers vous-même. Dans le même esprit, ne laissez jamais personne vous influencer en vous dictant ce que vous devez ressentir, ni même réfléchir, ni même penser. Faites-vous confiance. La confiance, j'ai presque envie de dire, est le deuxième point essentiel pour avancer. D'autre part, il est important de préciser que lors de vos élaborations, il est possible que vous ressentiez de la colère, que vous soyez mal ou que vous ayez de la peine. Alors il faut vraiment savoir que ces ressentis sont vraiment légitimes, il faut vraiment les accueillir tels qu'ils arrivent, mais ne pas les laisser s'installer. Ils ne doivent vraiment ne constituer que des étapes, et ce pour vous permettre de continuer d'avancer. Et pour finir, il ne faut vraiment pas oublier que les choses peuvent vraiment mettre du temps à se mettre en place. Il n'y a pas d'urgence à avancer vite ou à avancer dans un tel ou tel rythme. Encore une fois, il faut vraiment, vraiment se faire confiance. Suite à ces interrogations, tu as avancé comment? Donc j'ai avancé en me penchant un petit peu plus sur les interrogations que j'avais posées sur mes situations souffrantes, et j'ai alors pu dégager un point commun à toutes ces situations. Et c'est quoi ce point commun? Ce point commun à toutes mes interrogations, c'est le sentiment de peur. De peur? Tu peux nous en dire plus? Tu peux nous expliquer? Alors il est intéressant de savoir que la peur fonctionne comme un système d'alarme pour nous avertir d'une difficulté plus ou moins importante afin que nous trouvions une solution pour y faire face. Il faut savoir qu'il existe deux sortes de peurs. Il y a les peurs réelles qui s'expriment devant un péril vraiment réel. C'est la peur d'être emporté par une vague, la peur d'une voiture qui grille un feu rouge, la peur d'une personne qui lève la main sur soi. Et dans un deuxième temps, il y a vraiment les peurs irréelles. Elles, il faut savoir qu'elles s'expriment devant aucun péril réel. C'est la peur d'être jugé, la peur de l'échec, la peur par exemple de prendre la parole en public. Il faut bien savoir que ces peurs sont fabriquées et alimentées par notre esprit. D'accord.
Donc, si j'ai bien compris, les peurs irréelles, c'est bien celles dont tu vas nous parler, parce que c'est celles finalement qui sont le plus intéressantes. Oui, tout à fait. C'est vraiment des peurs irréelles dont je vais vous parler. Il est important, ces peurs-là, de les identifier, de les exprimer et de les dédramatiser. Mener à bien ce processus ne pourra que vous rassurer et vous apaiser. D'accord. Donc, tu vas nous parler à présent donc, des blessures émotionnelles qui sont en lien avec la peur, il me semble. Oui, en effet, la peur, c'est un sentiment commun et c'est un sentiment commun aux interrogations, mais que l'on retrouve aussi dans les blessures émotionnelles. Donc je souhaite aussi préciser que ce thème sur les blessures émotionnelles reste un pôle central pour comprendre et bien évidemment avancer sur le chemin de la liberté intérieure. D'accord. Et pour en revenir à ce pôle ou ce lien. Donc comme je le disais tout à l'heure, en effet ce lien, c'est la peur que l'on retrouve dans les interrogations mais aussi dans les blessures émotionnelles. Et ma recherche sur les blessures émotionnelles m'a permis de découvrir le travail de 2 psychiatres sur ce sujet. Et ce sujet a été repris et démocratisé par Lise Bourbeau, entre autres à travers l'écriture de l'ouvrage Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces blessures émotionnelles ? Oui, donc sur ces blessures émotionnelles, il faut savoir qu'elles sont la résultante d'événements auxquels nous n'avons pas pu ou su faire face, d'événements rencontrés dans l'enfance ou in utero. Ces blessures aussi, il faut savoir qu'elles peuvent être véhiculées de génération en génération à travers des non-dits, voire des secrets de famille. Il est important aussi de savoir que nous les vivons de manière inconsciente. Alors, il faut savoir aussi que ces blessures peuvent subvenir lors d'actes lourds, mais aussi tels que de la maltraitance ou de l'abandon, mais aussi lors d'événements moins traumatiques, mais dont la réitération est tout aussi néfaste. On appelle ces événements-là de la violence psychologique. Donc, ça peut être du dénigrement, ça peut être aussi un manque de tendresse, de la dévalorisation de l'enfant, hyperstimulation de l'enfant à la recherche de performance, ou même infantilisation, encore une fois, de l'enfant, empêché d'être autonome. D'accord, et on peut les nommer ces blessures émotionnelles ? Oui, mais je précise avant que cela que ces blessures émotionnelles qui peuvent être aussi nommées archaïques ou originelles sont au nombre de 5. Et elles sont au nombre de 5 et elles sont caractérisées par des comportements. Ces comportements sont issus et exprimés par notre ego, qui est la somme de nos croyances, de notre éducation, mais aussi de nos peurs. Donc je reviendrai sur l'ego tout à l'heure à travers un exemple parce que c'est un petit peu complexe à comprendre. Donc, si j'ai bien compris, tu nous as parlé de 5 blessures. Oui, tout à fait. Je vais vous les citer. Et je vais vous citer pour chacune d'entre elles 2 ou 3 comportements. Il faut là encore une fois savoir qu'il existe bien d'autres comportements que vous pouvez retrouver dans mon ouvrage. Donc la première blessure dont je vais vous parler, c'est la blessure de trahison. Il faut savoir qu'une personne porteuse de cette blessure aura une forte personnalité et aimera contrôler les autres. La seconde blessure est la blessure de rejet. Une personne porteuse de cette blessure se sentira nulle et sans valeur. La troisième blessure est la blessure d'abandon. Une personne porteuse de cette blessure cherchera l'attention à tout prix et a du mal à fonctionner seule. La quatrième blessure est la blessure d'humiliation. Une personne porteuse de cette blessure fait tout pour ne pas être libre et sera donc très serviable. Et enfin, la dernière blessure, la blessure d'injustice, une personne porteuse de cette blessure sera très perfectionniste et pourra passer pour un être froid, voire distant. Ah, je ne pensais pas qu'il y avait autant de blessures, mais est-ce que tu peux nous apporter plus de précision ? Oui, il est important de savoir que ces blessures donnent lieu à des symptômes. Et comme vous allez le comprendre, ces symptômes sont les mêmes que celles dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les situations souffrantes, parce que les blessures émotionnelles se manifestent à travers les situations souffrantes. Donc ces symptômes, additionnels ou non, peuvent se présenter sur un plan mental. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'anxiété, de la déprime, mais aussi sur un plan émotionnel, ça peut être de la culpabilité, de la colère, de la peur, mais aussi sur un plan physique, comme je le rappelle, ça peut être de la déprime, des maladies, par exemple du psoriasis. Ensuite, il est important, pour réfléchir sur vos blessures, de considérer vos ressentis et non l'acte qui en a été la cause. Je comprends pas trop là, je comprends pas bien.
Par exemple, quelqu'un a été humiliant envers toi et tu t'es senti abandonné et rejeté. Les sentiments qu'il faut prendre en compte sont vraiment le rejet et l'abandon et non l'humiliation dont tu as été victime. Donc, si j'ai bien compris, Nathalie, on évolue toujours avec nos blessures. Non, heureusement, ces blessures présentent la particularité de se réactiver dès lors qu'un événement résonne en lien avec. Par exemple, souviens-toi, au début de notre rencontre, tu participais régulièrement à des manifestations, à des reconstitutions médiévales le week-end, et pour cela, tu devais t'absenter. Donc je supportais très mal ton absence parce qu'elle réactivait ma blessure d'abandon. Donc mon mal-être débutait dès lors que tu m'annonçais ta volonté de participer à la manifestation et s'accentuait au fur et à mesure que la séparation se rapprochait. Je pleurais, j'étais mal, je t'en voulais et je faisais vraiment tout pour que tu n'y ailles pas. D'accord. Mais au bout du compte, on peut porter combien de blessures émotionnelles comme cela? Alors, il faut savoir que plusieurs théories s'affrontent sur le nombre de blessures que nous portons. Moi, la conclusion par rapport à tout le travail que j'ai effectué est que nous sommes porteurs d'une ou deux blessures majeures avec des symptômes plus ou moins conséquents. D'accord. Bon, tu avais précisé tout à l'heure que tu reviendrais sur des exemples précis, notamment dans la partie du pourquoi toutes ces blessures. Oui, tout à fait. Donc, je vais reprendre les trois exemples et je vais les mettre en lien avec les blessures émotionnelles. Donc, pour le premier exemple, souviens-toi, j'avais pris l'illustration d'une personne employant régulièrement l'expression « j'en ai plein le dos ». Donc, une des questions était pourquoi cette personne n'arrive pas à déléguer. Une réponse possible, c'était par crainte du jugement, et cet état de fait est vraiment à mettre en lien avec la blessure d'injustice. Pour le second exemple, du supérieur doté d'une forte personnalité, une des questions était pourquoi cette personne adopte-t-il de telles attitudes. Donc il faut savoir que cette personne, en contrôlant, pense éviter les trahisons. Elle agit de la sorte par peur d'être trompée et déçue. Ces états de fait sont à mettre en lien avec la blessure de trahison. D'accord. Et pour le troisième exemple, souviens-toi, il concerne ma recherche d'emploi. Donc une des questions était pourquoi j'obéissais le doigt sur la couture du pantalon, de quoi avais-je peur? La réponse possible était par peur d'être rejetée et d'être abandonnée. Et cet état de fait était à mettre avec ma blessure d'abandon et de rejet. Et pour compléter mon exemple avec mon ego, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ma croyance issue de mon ego, issue et exprimée par mon ego, était qu'il fallait vraiment que j'obéisse et que je me taise pour être aimée et ainsi ne pas être abandonnée ni rejetée. Ah, ça fait pas mal de choses, mais au bout du compte, je crois que tu as des choses à rajouter. Oui, il est primordial que dans tout ce que je viens de dire, il est vraiment nécessaire de ne pas se glisser dans un stéréotype de théorie pour avancer, mais bien de travailler autour de vos situations souffrantes, autour de plusieurs éléments tangibles. Par exemple, c'est pas parce que tes parents t'ont obligé de finir une assiette de chou-fleur quand tu étais petit, privé de télévision, que tu souffriras forcément d'une blessure de rejet ou d'abandon. Voilà. Il est vraiment aussi important de repréciser, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, que vos élaborations autour de vos blessures émotionnelles sont vraiment à recevoir sans jugement, ni culpabilité, ni fatalisme. Je commence à y voir un petit peu plus clair. Mais Nathalie, comment peut-on déterminer de quelle blessure on souffre finalement? Donc pour savoir de quelle blessure nous sommes porteurs, il est vraiment nécessaire de réfléchir sur soi-même ainsi que sur notre histoire. Mais t'as fait quoi alors? Oui, moi je l'ai fait d'ailleurs, je vais vous citer quelques exemples plus personnels me concernant. Alors, j'essaie de comprendre un petit peu. Donc tu as travaillé sur des pistes, d'accord? Tout à fait. Et ces pistes t'ont permis à avancer? Oui, ces pistes m'ont permis d'avancer. Je vais t'en citer deux, pardon, mais vous pouvez bien évidemment en retrouver de multiples dans mon ouvrage La quête de la liberté intérieure. Mais avant de commencer, je tiens quand même à préciser que chaque élément que je vais vous donner n'est pas forcément à mettre en lien avec une blessure émotionnelle. Il faut bien comprendre que ces éléments, il faut bien voir ces éléments sont des pièces d'un puzzle à composer, des pièces peut-être de notre histoire, tout simplement. Donc la première piste sur laquelle j'ai élaboré est la manière dont vous êtes venu au monde. Donc est-ce que vous êtes venu au monde de manière dite classique,
prématuré, né sous X, avez-vous été par exemple un enfant désiré ou non? D'accord, je comprends un petit peu, mais est-ce que tu as un exemple possible à ce moment-là? Deux même. Donc pour le premier, je vais vous reprendre l'histoire qu'une personne rencontrée lors d'une manifestation m'a racontée. En effet, cette femme me confia d'abord qu'elle était d'abord l'avant-dernier enfant d'une grande fratrie. Elle m'expliqua par la suite qu'elle avait appris il y avait peu de temps de cela qu'elle, tout comme sa sœur d'ailleurs, la Benjamine, n'avait pas été une enfant désirée par leur mère, qui au contraire de leur père, lui, n'était pas au courant de cette situation. Puis au fil de ses confidences, j'ai compris que cette femme avait été une gamine rebelle, avec à son actif de nombreuses frasques qui l'avaient amenée entre autres à quitter le domicile familial à la période de l'adolescence. Contrairement à sa sœur qui, elle, semblait avoir coché toutes les cases de la bonne petite fille sage. C'était une élève studieuse, travailleuse et une fillette coquette, aimant les bijoux et les jolies robes de princesse. Donc après cette situation exposée, j'ai réfléchi et je me suis dit que malgré les deux comportements qui peuvent paraître, les deux comportements de ces fillettes qui peuvent paraître diamétralement opposés, elles épousaient le même dessein, celle d'attirer l'attention de leur mère et par conséquent d'être aimées et pas rejetées ni abandonnées. Voilà pour ce premier exemple. Donc pour le deuxième exemple, je vais reprendre ma propre situation. Donc, comme je vous le disais au départ, mon handicap est la conséquence de ma naissance prématurée. En effet, je suis née à 6 mois 3/4. Et de ce fait-là, j'ai dû être placée en couveuse très rapidement. Et donc, même si je n'ai pas été abandonnée concrètement, j'ai compris lors de mon travail d'analyse que j'en ai ressenti les mêmes symptômes. D'où un des liens que j'ai pu faire avec ma blessure d'abandon. Est-ce que tu as une autre orientation à nous proposer? Oui, l'autre orientation sur laquelle j'ai travaillé est le choix du prénom. Car comme tu le sais, le choix d'un prénom d'un enfant n'est jamais anodin. Celui ou celle qui fait le choix de ce prénom projette des désirs inconscients ou non sur l'enfant. Je pense que tu vas nous apporter une illustration, il me semble. Oui, en effet, parce que tu la connais cette illustration, en effet, elle concerne ta mamie. En effet, toi comme moi, savons que ta grand-mère avait fait le choix d'un prénom mixte pour ta maman. Et nous savons que cette résolution n'était en rien anodine, dans la mesure où elle avait toujours exprimé sa volonté d'avoir un garçon. Tu as une autre précision importante à apporter éventuellement? Oui, alors il faut savoir que dans cette étape de ce travail, et pour aller plus loin dans vos réflexions, et vraiment parce que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, dans cette étape de recherche, il ne faut rien, ni rien écarter, ni rien négliger. Des détails peuvent vraiment se cacher dans l'ordinaire. D'accord, mais je ne sais pas pourquoi, mais je pense que tu vas nous apporter une illustration que je connais bien. Oui, de fait, parce que tu es directement concerné par cette illustration, parce que comme tu le sais, toi comme moi, n'apparaissons pas dans un cadre photo trônant sur le buffet de mes parents. Au contraire de nos enfants, de ma sœur, de mon frère, de ma belle-sœur, mais aussi de mes neveux et nièces. Il faut savoir que ce lien, ce fait-là, je l'ai mis en lien avec ma blessure de rejet, parce que cette blessure naît du rejet des parents envers leurs enfants, et sans forcément qu'ils en aient conscience. Est-ce que tu as une autre chose à apporter pour finir cette partie? Alors, je souhaite rajouter encore une fois un fait important, c'est celui qu'un seul élément de votre histoire n'est pas apte à tout déterminer. Pour travailler dans cette étape-là, il faudra vraiment réfléchir, être patient, dénicher des indices, faire des recoupements, afin d'établir des certitudes autour de vos situations souffrantes. Il faut vraiment être patient et travailler en profondeur et dans le temps. D'accord. Mais toi, au bout du compte, tu te sentais comment après tout ça et en même temps, est-ce que, au fur et à mesure que tu comprenais les choses, comment tu te ressentais? Comment tu ressentais? Alors, même si j'étais quelque peu secouée par tout ce que je découvrais, plus j'avançais, plus je comprenais, et mieux je me sentais. Donc je peux dire que j'avançais presque le cœur plus léger. Est-ce qu'on peut dire, Nathalie, que tu te sentais plus libre? Alors, pour te répondre, je reprendrai les propos que j'apprécie beaucoup du psychiatre Christophe André, qui nous indique que se dire libre est présomptueux, mais travailler chaque jour à se libérer de ce qui nous fait souffrir, voilà un chemin possible. Dans le même esprit, il faut vraiment savoir que l'on n'éradique pas une blessure.
Il faut vraiment savoir que on cesse juste de la subir et de la laisser nous diriger. D'accord, mais ça veut dire quoi précisément tout ça? Alors, cela veut dire qu'avancer sur un chemin spirituel, ce n'est plus ni commettre d'erreurs, ni ressentir de malaise. Avancer sur un chemin spirituel, c'est savoir regarder ses faux pas, accueillir ses peurs, savoir en chercher les origines et savoir agir en conséquence. Bon, Nathalie, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus de concret? Donc, je vais vous donner à présent une illustration. Donc, il y a quelques mois de cela, comme tu le sais, j'ai eu une rhinite allergique qui m'a empêché de respirer. J'étouffais. Et il faut savoir que l'étouffement correspond à de la colère enfouie. Donc, j'ai fait le lien entre mon affection et la présence de nos enfants qui étaient en vacances scolaires. J'ai alors compris que j'avais l'impression que mon espace de liberté, de travail, était entamé, donc, par conséquent, mon espace de liberté. Mes troubles se sont dissipés dès lors que je les ai eu identifiés. J'ai apaisé alors mes craintes et trouvé une autre façon de travailler. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, ma frustration de voir mon espace de liberté entamé s'est concrétisée à travers une affection parce que je ne pouvais l'exprimer clairement. En effet, je pensais que si je le faisais, j'allais être considérée comme une mauvaise mère et possiblement être par conséquent rejetée. D'accord, donc si j'ai bien compris, ce qui est important de comprendre, c'est ses peurs et surtout leur pourquoi. Oui, tout à fait. Il est vraiment important, au-delà des peurs, de vraiment comprendre ces situations souffrantes, les peurs et les blessures émotionnelles. Mais finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'il est important de savoir? Donc une fois que tu as compris ça, l'important c'est vraiment de les accepter. D'accepter vos blessures et à travers elles vos propres agissements, d'accepter vos ressentis tels que la colère que vous avez pu éprouver envers autrui, mais aussi envers vous-même, et d'accepter aussi tout autant les comportements d'autrui, tels que des défaillances parentales par exemple. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, il est nécessaire d'accepter ses peurs. Oui, c'est vraiment nécessaire. Une fois ceci fait, vous découvrirez des potentiels qui vous étaient jusqu'alors inconnus. Et une chose aussi hyper importante, c'est qu'il faut vraiment accepter d'être en paix avec soi-même. Donc, tu n'agis plus comme avant ou tu n'agissais plus comme avant? Non, je n'agissais vraiment plus comme avant parce qu'au fur et à mesure de mes changements, je comprenais peu à peu que je laissais mes automatismes et mes fonctionnements d'antan de côté. En fait, je savais quand j'agissais de manière positive sur mes états intérieurs. Plus j'avançais, plus je me sentais plus libre et plus heureuse. Nathalie, on entend souvent qu'il est nécessaire de pardonner pour avancer. Tu en penses quoi? Alors oui, bien sûr que le pardon est utile, mais il est parfois, comme moi je l'ai expérimenté, compliqué à mettre en place. Donc, pour ma part, j'ai souvent employé l'expression faire la paix avant de pardonner. Ça veut dire quoi? Donc, faire la paix avant de pardonner, c'est pouvoir regarder ce qui nous a fait souffrir et ne plus rien ni éprouver, ni ressasser. Et donc maintenant, toi, t'en es où par rapport à ce pardon? Alors, je n'en dirai pas plus et je laisse à ceux qui nous écoutent le loisir de le découvrir dans mon livre La quête de la liberté intérieure. D'accord. Bon, il me semble aussi important, voire nécessaire, d'agir positivement sur sa vie. On est d'accord. Tout à fait. Sur son quotidien. Tout à fait. Bon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de choses là-dessus? Alors, bien évidemment, il faut bien prendre conscience que ce champ d'action doit vraiment rester ouvert. Tout doit être imaginé, créé. Le champ des possibles doit être sans aucune limite. Ce sont des choses à mettre en place, ce sont des choses qui vous rendent heureux, dans lesquelles vous vous ressourcez et à travers lesquelles vous reprenez confiance en vous. Alors, cela peut être concrètement, par exemple, mettre des projets en place, ça peut être créer une association, partir pour une mission humanitaire, ça peut être aussi un déménagement ou débuter une autre activité de loisir qu'on n'a jamais osé faire, la photographie, du chant, du dessin, etc. etc. Mais ça peut être aussi j'ai envie de dire quotidiennement, réfléchir sur ses habitudes. Ça veut dire peut-être aussi faire votre pause déjeuner dans un parc ou dans un endroit cocooning plutôt que dans un lieu bondé, surchargé et bruyant. Ça peut être aussi simplement s'acheter des fleurs, se faire plaisir. Ou au quotidien, ça peut être aussi penser à réaménager son bureau. Et puis, il y a la bienveillance. Moi, j'adore ce mot, bienveillance. Moi aussi, j'adore ce mot bienveillance. Bienveillance, c'est bien veiller sur. Alors, il est tout d'abord nécessaire de faire preuve de bienveillance envers soi-même. D'accord.
et comment? Par exemple, bannir les petites phrases que je n'y arriverai jamais, je ne suis pas capable de, mais préférer des phrases telles que je suis fier de moi, je suis capable de, je mérite la paix et l'amour, je suis en paix avec moi-même. Et je mérite aussi, je mérite l'amour et le respect. Envers les autres? Il faut aussi savoir que la bienveillance, ça peut être aussi bien évidemment envers les autres. Mais la bienveillance, ce n'est pas dire les choses, mais c'est simplement réfléchir à comment on les dit. En ce sens, il est vraiment important de savoir que les mots ont un sens et une portée. Ils peuvent blesser ou encourager, ils peuvent rabaisser ou élever. Il faut bien prendre conscience que user de termes positifs contribue à son bien-être intérieur ainsi qu'à celui d'autrui. Et pour continuer et contribuer à cette partie sur le comment se faire du bien, tu souhaitais que je lise un article sur une psychologue clinicienne, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai trouvé cet article d'Inès Werber dans une revue et je souhaitais vraiment que tu nous le lises pour vraiment comprendre, parce que je trouve que cet article est vraiment bien. D'accord. Alors je vais vous lire l'article en question. Donc c'est une personne qui s'appelle Inès Weber, hein, c'est Oui, ça? tout à fait. Alors, dans leur grande majorité, la plupart des gens consomment bêtises, laideur, futilité et informations anxiogènes à haute dose, sans même parfois le vouloir ni s'en apercevoir. Chez la plupart d'entre nous, le mal ou la sous-nutrition intérieure produit une insatisfaction profonde et une frustration permanente. Il est donc nécessaire que chacun se pose la question: qu'est-ce qui me nourrit intérieurement? Au contact de qui, de quoi je me sens enrichi et augmenté? Aller plus souvent dans la nature, arrêter d'écouter les mauvaises nouvelles, choisir des contenus qui ont du sens, consacrer du temps à une activité méditative ou solidaire. Voilà comment on peut commencer à revigorer son âme, comment on entraîne à son palais à apprécier les saveurs subtiles, on entraîne l'âme à contempler ce qui l'élève et l'inspire. J'aime beaucoup ce genre de choses. Oui, j'aime beaucoup cet article moi aussi parce qu'il est vraiment susceptible de remettre bon nombre de nos comportements en question. Alors en fait, on arrive à la fin de cette vidéo, Nathalie, mais j'ai une ultime question. Qu'est-ce que la mission de vie? Alors, il faut savoir que chacun d'entre nous a une mission de vie. La connaître donne vraiment du sens à son existence. La mission de vie est vraiment le pourquoi nous sommes ici sur Terre. La connaître, c'est vraiment nécessaire, et une partie de celle-ci est vraiment d'apprendre et d'évoluer. D'accord. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on est vraiment sur cette mission de vie? Alors, on sait quand on est aligné sur sa mission de vie, quand on a hâte de travailler sur les projets initiant cette mission de vie. On a plein d'idées qui fusent, on a envie d'y passer beaucoup de temps. Et surtout, on a vraiment une sensation d'être à sa place. D'accord. Et toi, ta mission de vie, elle se détermine comment alors? Alors, comme tu sais, c'est tout ce chemin parcouru que je vous ai expliqué qui m'a permis vraiment de découvrir ma mission de vie. J'ai compris que celle-ci était vraiment dans l'accompagnement de la personne, que ce soit hier à travers ma profession d'éducatrice spécialisée et comme aujourd'hui à travers mon écriture et à travers la tenue de conférences et de vidéos. Donc ma mission de vie est vraiment dans l'accompagnement de la personne. D'accord. Est-ce que tu aurais un point à rajouter important maintenant? Oui, je souhaitais ajouter un point important qui n'est pas en lien avec la mission de vie. Donc je tenais simplement à rajouter que dans cette conférence, je n'ai pas abordé toutes les caractéristiques se rapportant à chaque partie. Dans le même esprit, je n'ai pas souhaité évoquer tous les sujets de mon ouvrage. Il reste donc bon nombre d'éléments à découvrir dans mon livre, La quête de la liberté intérieure. Pourquoi tu as voulu agir de la sorte alors? Alors si j'ai vraiment souhaité agir de la sorte, c'est parce que je pense que le lien qui va se créer entre le lecteur et mes écrits doit se construire progressivement dans le temps, mais aussi dans l'intimité. Et ce sont deux éléments que bien sûr ne peut pas offrir le format d'une conférence. Donc voici cette vidéoconférence terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura permis d'avoir un peu plus d'éclaircissement, Nathalie. Oui, tout à fait. Et de questions aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions, à revenir sur certains sujets.
Et si vous voulez en savoir plus, je sais que tu fais des vidéos régulières, toutes les quinzaines a priori. Oui, à peu près. Dans un premier temps, je les fais toutes les quinzaines. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube et toutes mes informations sur mon site, sur ma page Facebook, ainsi que sur mon site, sur mon site internet www.natalielegrand.fr. Bien. Bah écoutez, on vous souhaite une excellente journée et surtout, Prenez soin de vous.